Nous avons trois auteurs, dont Inès Trépan, qui est l'auteur de l'ouvrage Biodiversité quand les politiques européennes menacent le vivant. Donc un livre qui est très documenté pour nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe quand on nie le vivant, quand on fait abstraction du vivant et qu'on mène des politiques qui nous amènent au désastre. Ernst Zürcher, lui, qui va nous faire découvrir le génie du vivant à travers la forêt, avec son livre Les arbres entre visibles et invisibles. Et Véronique Duval, qui est la régionale de l'étape, et qui a fait un livre reportage sur 5 fermes biologiques de la région. Et on voit quel résultat ça donne quand justement on fait avec le vivant. Voilà, donc je vais commencer par Inès Trépan. Donc je vous présenter rapidement, donc vous êtes une spécialiste de l'Europe en fait, puisque ça fait 15 ans que vous travaillez comme conseillère politique au Parlement européen. Et vous avez travaillé sur ce livre pendant une dizaine d'années, m'avez-vous dit, au Parlement européen, où quand même vous disposez de l'exhaustivité des documents qui sont disponibles sur tous les sujets que vous abordez. Donc moi j'ai trouvé ce livre très éclairant parce que d'abord il est extrêmement documenté, il est très pédagogique, on y comprend beaucoup mieux tous les problèmes qui se posent à nous. Et puis on comprend comment et pourquoi les politiques de l'Union européenne, qui sont quand même qui s'appliquent à toute l'Europe, au-delà des souverainetés nationales, par-dessus les souverainetés nationales, que ce soit des politiques en termes d'OGM, de biocarburants, de bioéconomie, d'engrais, de pesticides, tous ces champs qui sont gouvernés par la politique européenne, ont pour effet, justement, final, de détruire la biodiversité et donc de détruire la vie. Donc, je vais vous poser une première question. Pourquoi ce livre, d'abord, puisque vous êtes à l'intérieur de la machine, donc pourquoi un livre qui est aussi fort dans la dénonciation? Mais voilà, merci Xavier. Pourquoi ce livre? Bien, je dirais, il part à la fois d'un très grand amour que j'ai pour la nature. Je me définis vraiment comme étant quelqu'un qui est amoureuse de la nature. Et en même temps, ça part d'une frustration, donc d'un amour et d'une frustration. Une frustration, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, moi j'aimais tellement la nature que quelque part j'ai suivi le parcours normal de quelqu'un qui veut connaître la nature et qui veut vraiment transmettre un peu ses connaissances. Et j'ai fait une formation guide nature. Alors là, j'étais très frustrée parce que je me rendais compte qu'on avait pas mal de personnes qui étaient des amoureux de la nature. Mais lorsqu'ils devaient à un moment donné transmettre leur amour, ils disaient, ben voilà, il y a des oiseaux, enfin un tel type d'oiseau, eh bien maintenant on n'en voit plus beaucoup. Ou bien ils allaient parler de la disparition, mais sans jamais aller plus loin dans la question. Et en ayant pour moi une approche cloisonnée de la protection de la biodiversité qui était dans le cadre des réserves naturelles. Or, là, moi, je n'y crois absolument pas, parce que si on veut véritablement protéger la nature, il faut protéger les habitats. Or, les habitats, ils vont très mal, parce que si on regarde ne fût-ce que le dernier état de la conservation de la nature au niveau européen, qui avait été fait par l'Agence européenne de l'environnement, en 2015, elle disait que 70% des habitats étaient menacés. Et elle disait aussi que la politique agricole est le premier vecteur finalement de destruction de la nature. Et donc s'il y a une telle pression sur les écosystèmes, c'est notamment à cause de l'agriculture qui intervenait pour 20% de toutes ces pressions. Et alors, je me suis dit, mais franchement, si on veut protéger la nature, il faut absolument faire le lien. Le lien entre, si on ne voit plus beaucoup d'alouettes des champs, qui était quand même, on se rappelle tous de la chanson Alouette, gentille Alouette, on te plumera, mais finalement maintenant il n'y aura plus beaucoup d'alouettes à plumer, parce que c'est quelque chose, c'est un oiseau qui se porte très mal. Donc voilà, montrer le lien, et qu'il faut dépasser finalement le cadre des réserves, et qu'il faut s'intéresser à la politique. Et alors en même temps, en travaillant au Parlement européen depuis une quinzaine d'années, il est vrai que ça dépend bien sûr de quel parti on parle, quel groupe politique on parle. Il y a des partis qui sont plus sensibles à l'environnement que d'autres. Mais alors, ils vont parler de la protection de la biodiversité de façon très virtuelle. Tellement virtuelle que quelque part, c'est aussi déraciné. Et donc, mon envie, c'était de jeter des ponts entre deux mondes qui ne communiquaient pas.
Le monde politique, d'une part, qui considère que la protection de la biodiversité, ben, c'est pour un peu les gens, les romantiques, j'ai presque envie de dire, attardés, puisque en général, c'est une connotation assez négative. On dit, tu protèges les oiseaux, les petites fleurs, donc voilà, donc tout a été dit là-dedans. Et d'autre part, les naturalistes, ils aiment la nature, mais seulement en même temps, ils veulent juste avoir leur petite réserve, qu'ils ne sont jamais que des rustines sur une jambe de bois. Donc voilà ce que j'ai voulu faire en essayant de réconcilier ces deux mondes et aussi en essayant de m'inspirer. Et bon, il y a vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans l'écriture de ce livre, c'est Jean-Marie Pelt, parce que Jean-Marie Pelt a eu vraiment cette façon de m'éveiller aussi à la magie du vivant. Et je me souviens que dans un de ses livres qui parlait de civilisation végétale, il montrait finalement l'intelligence du vivant, et à partir de des plantes, leur stratégie de reproduction, je me suis dit, mais c'est fantastique et c'est extrêmement sophistiqué. De fil en aiguille, je me suis aussi intéressée à la communication qu'il peut y avoir avec le végétal, et c'est par ce biais-là aussi que je pense qu'on doit pouvoir traiter de la protection de la biodiversité, c'est en recréant une forme de réenchantement du monde, et que nous avons tous vraiment, je crois, ancré dans nos tripes, et qu'il suffit d'être réveillé. Voilà, alors en fait, maintenant pour revenir au sujet vraiment du livre, moi ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que les politiques européennes, pour la majorité des gens, c'est quelque chose de très nébuleux, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Or, quand on lit votre livre, on voit de n'importe quelle politique il s'agisse, des pesticides, des OGM, des engrais, que c'est toute une mécanique, c'est toute une logique qui est à l'œuvre et qui produit les effets qu'on sait. Donc est-ce que vous pouvez prendre un exemple parce qu'on ne va pas passer en revue, on va pouvoir traiter les 15 chapitres du livre, mais est-ce que vous pouvez prendre un exemple illustrant pour que les gens ici comprennent justement comment ça fonctionne et pourquoi ça produit des effets aussi désastreux? Donc, un exemple que je vais prendre, c'est un exemple d'actualité, c'est la réforme de la politique agricole commune. Je prends cet exemple-là pourquoi? Parce que, comme je viens de dire, c'est un des leviers de destruction du vivant qui est phénoménal au niveau européen. Et aussi parce que la politique agricole commune représente encore aujourd'hui 40% du budget européen. Et si on regarde au niveau de la superficie géographique, eh bien, c'est quand même 46% du territoire, il est couvert finalement par les zones rurales. Donc, quelque part, si on parvient à changer la logique intrinsèque de la politique agricole commune, qui n'est jamais autre chose que l'agro-industrie à grande échelle, eh bien, on pourra avoir un levier très important, non seulement de protection de la biodiversité, mais aussi de lutte contre le réchauffement climatique. Parce que c'est quand même important de le dire, c'est que l'agriculture européenne, quand même, intervient à raison de 10% dans les émissions de gaz à effet de serre. Alors, donc maintenant, j'attire votre attention sur ça, c'est qu'au mois de mai, on attend les nouvelles propositions législatives de la Commission par rapport à ça. Et il y a un autre débat important qui est qu'on va définir pour les 7 prochaines années, au moins les 5 prochaines années, le nouveau cadre financier pluriannuel. Alors c'est important, c'est directement lié à la réforme de la PAC, parce que, quelque part, on va définir des objectifs et en même temps les moyens financiers qu'on y consacre. Alors, pour le moment, donc, on n'a pas encore vu ces propositions législatives qui vont venir, mais je peux vous dire que les orientations, elles ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas du tout bonnes. Je crois qu'elles s'inscrivent complètement à contre-courant de tout ce que la communauté scientifique dit. Il y a eu aussi, pas plus tard que ce mois de mars, 4 rapports importants qui ont été sortis par l'équivalent du GIEC au niveau de la biodiversité, qui ont dit qu'on est dans le cadre d'un effondrement écologique au niveau des espèces. Et à nouveau, ils ont pointé une politique qui est très problématique, qui est la politique agricole. Or, dans la politique agricole, comme elle se définit, dans ses orientations générales, dans la Commission, donc elle a fait une communication au mois de novembre, et alors elle dit que, ça c'est toujours la Commission européenne, elle essaie toujours de réunir de faire la quadrature du cercle en disant qu'il faut, son adage, c'est une PAC plus intelligente, plus moderne et plus durable. Donc ça c'est toujours, on essaie de concilier la logique économique, sociale et environnementale. Mais dans ce qu'elle considère comme une PAC plus moderne, elle met l'accent sur un secteur qui est la bioéconomie. Ah, bioéconomie, on va dire, waouh, c'est bien, on a une forme de transformation radicale du modèle européen, on va avoir une économie écologique. Mais pas du tout.
La bioéconomie, c'est tout à fait autre chose et on peut vraiment parler de détournement de la pensée de son père fondateur, Georgescu Roegen, qui lui avait parlé de bioéconomie et d'économie circulaire, mais qui tenait compte vraiment des limites intrinsèques de la planète et qui était une façon de finalement tenir compte des cycles biologiques dans le fonctionnement de l'économie. Mais ici, ce n'est pas le cas. C'est l'idée de dire la bioéconomie version européenne, c'est une bioéconomie qui doit nourrir et s'inscrire dans une logique de croissance verte. Donc, qu'est-ce qu'on entend par croissance verte? C'est toujours produire plus avec moins. Mais on est toujours dans le schéma de produire plus. Et plus grave encore, c'est dans une logique de développement économique qui est tirée par les exportations. Donc c'est tout le modèle économique européen, c'est une croissance tirée par les exportations. Et je vais essayer d'expliquer, c'est absolument mortifère pour la biodiversité, mais pour l'humanité de façon générale. Et alors, donc, dans la bioéconomie, il faut bien, elle dit que les agriculteurs, s'ils ont des problèmes maintenant, ils doivent en fait diversifier leurs revenus. Mais diversifier leurs revenus comment? En investissant justement dans la bioéconomie. La bioéconomie, c'est-à-dire utilisation des potentiels de la politique agricole dans la stratégie industrielle de l'Union européenne et dans la stratégie d'innovation et industrielle de l'Union, et aussi dans la stratégie énergétique de l'Union. Et donc là, on voit vraiment bien pourquoi la politique agricole est à la croisée des chemins, parce qu'elle n'intervient pas uniquement pour produire quelque chose, pour manger, donc ça ne se limite pas aux champs, mais ça s'immisce dans la politique énergétique et climatique, ça s'immisce dans la politique commerciale et ça s'immisce dans la politique industrielle. Et finalement, la bioéconomie version sauce européenne, c'est une forme d'utilisation du vivant, donc à des fins industrielles. Et là, par bioéconomie, on peut ouvrir la voie à une forme de biomassacre par rapport à tout ce qui est biodiversité déclinée dans toutes ses facettes. Je vais donner 3 exemples. 2 exemples majeurs. Donc, dans la bioéconomie, il y a bien sûr l'essor des biotechnologies, qu'on devrait, entre parenthèses, rebaptiser comme nécrotechnologie. Parce que lorsqu'on voit comment les biotechnologies ont été utilisées au niveau des semences, c'est pour faire en sorte d'instaurer l'obsolescence programmée au niveau de la semence pour avoir une forme de semence jetable, à un seul usage, alors que la nature, elle a été conçue tout à fait elle a évolué de façon inverse. La résilience de la nature vient que finalement une semence est ressemable à l'envie. Et donc ici, c'est la graine jetable qui a été instaurée dans cette logique de croissance verte. Et dans les biotechnologies, malheureusement, vous savez très bien, donc il y a une forte opposition citoyenne par rapport aux plantes génétiquement modifiées. Donc ça quand même, on le sait, c'est quelque chose qui est connu, qui est aussi alimenté par les statistiques. Donc il y a une position qui est farouchement contre, une majorité qui est contre au niveau européen. Mais ce n'est pas grave, on s'assied quand même sur les aspirations citoyennes à partir du moment où ça peut mener la politique européenne, l'économie européenne, dans les économies les plus compétitives du monde. Donc, ils ne veulent absolument pas perdre ce combat d'être sur le podium en matière de biotechnologie. Alors là, j'attire votre attention sur certains aspects. Comment est-ce qu'elle rend de nouveau subrepticement par la porte, par la fenêtre, je dirais. Alors, l'opposition est forte, ce qui fait qu'au niveau de la culture de plantes génétiquement modifiées, c'est assez marginal au niveau européen. Donc là, ce combat, il a été gagné. Il y a juste le maïs Monsanto 810 qui est cultivé et vraiment de façon assez marginale. Donc on ne peut pas dire que les OGM rentrent comme ça. Par contre, ils rentrent subrepticement et massivement par le biais de l'alimentation animale. Et donc, on n'arrête pas. Donc jusqu'au mois dernier, le Parlement européen était à sa 23e objection d'importation d'OGM. Comme je vous dis, qui rentrent essentiellement par la filière animale. Alors il faut savoir que ces OGM, pour lesquels ils s'opposent, mais ça n'a rien à voir, même s'ils s'opposent, on s'en fiche parce que là, sur cet aspect-là, il est simplement consulté. Donc il peut dire non, mais de toute façon, comme il n'y a pas de majorité d'États européens qui est contre, et c'est la Commission qui décide, et la Commission européenne, elle se fie toujours aux avis de l'autorité européenne sur la sécurité alimentaire, qui dit toujours oui. Et donc finalement,
on les fait rentrer, indépendamment que le Parlement européen soit contre, et qu'il n'y a pas de majorité d'État en faveur. Donc il y a un pouvoir excessivement grand qui est donné à la Commission, qui est un peu le cheval de Troie des biotechnologies en Europe. Et donc, mais dans ces OGM qui arrivent sur le marché européen, la moitié est résistant au glyphosate. Et la moitié est résistant au glyphosinate. Moi, je ne connaissais pas, mais il est, paraît-il, encore pire que le glyphosate, à un point tel que même la Commission ne va pas prévoir justement le fait qu'on n'utilise même plus. Donc, ça, c'est comme ça qu'elle rentre, mais aussi, et là, on voit vraiment, donc il y a une législation européenne en matière des OGM qui date de 2001, mais ce qui se passe, c'est que la technoscience est tellement prolifique que finalement les techniques évoluent beaucoup plus vite que la législation. Et maintenant, la victoire des biotechnologies rentre par l'évolution des techniques où on a pas mal d'OGM qui sont cachés. Et là, moi j'ai envie de faire chapeau bas pour la France, pour les ONG françaises, parce qu'il y a quelques ONG françaises qui ont saisi le Conseil d'État en 2015 en disant, écoutez là, on est en train de nous faire, d'utiliser les exemptions dans la législation sur les OGM pour finalement nous fourguer des OGM qui sont cachés, mais qui sont exactement la même chose et qui rentrent dans le cadre de la mutagénèse. Donc on ne franchit pas la barrière des espèces, mais seulement donc, on provoque des mutations, mais ça revient à des OGM. Alors le Conseil d'État français a été effectivement saisi, il a dit oui effectivement, la mutagénèse rentre bien dans la définition des OGM, mais seulement, il est d'accord avec la Commission européenne quand il dit, d'abord, ils ne disent pas si ça rentre dans le cadre, c'est l'avocat général de la Cour de justice européenne qui a dit, effectivement, ça rentre bien dans le cadre de définition, mais ils sont d'accord avec la Commission quand elle dit, bon, si ça rentre dans le cadre des exemptions, un État a le droit de les diffuser et de les propager. Mais comme on est dans le marché unique, ça veut dire que quelque part, en renationalisant cette politique, c'est une façon de répandre la pollution génétique un peu partout au niveau européen. Donc ça c'est comme ça que finalement donc, le clou a été enfoncé pour que les biotechnologies puissent primer d'une façon ou d'une autre. Le deuxième aspect important, c'est la directive sur les énergies renouvelables. Je crois que c'est très important d'en parler, et parce qu'on a vu ce matin un film assez lourd sur le nucléaire, et donc qui donne envie de dire mais il faut absolument qu'on sorte du nucléaire et qu'il faut défendre et promouvoir les énergies renouvelables. Alors les énergies renouvelables, ça peut être la meilleure et la pire des choses, j'ai envie de dire. Parce que tout dépend de l'échelle à laquelle c'est produit et quel est finalement le paradigme économique qu'il y a derrière. Parce qu'à partir du moment où les énergies renouvelables sont développées à une échelle industrielle et dans des cas de mégastructures, finalement on pourra dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais ça peut être le cas aussi. Et on voit que la bioéconomie qui est appliquée dans le cadre de la bioénergie, eh bien, il y a énormément de dangers, et notamment au niveau des forêts. Mais d'abord, je vais quand même redire un petit peu quelle est la stratégie Union européenne par rapport au climat et l'énergie. Donc il y a 3 volets. Il y a améliorer, d'abord diminuer les gaz à effet de serre. Il y a aussi promouvoir les énergies renouvelables et promouvoir aussi l'efficacité énergétique. Et dans les énergies renouvelables, donc la directive qui a été votée par le Parlement en janvier, elle comporte plusieurs volets. Le premier volet, en fait, elle promeut les biocarburants. Alors, dans les biocarburants, vous vous souvenez certainement au point de départ des campagnes qui a eu lieu pour dire qu'il faut choisir entre rouler et manger, donc manger et conduire. Et alors, donc, il y a une mobilisation qui était très importante, qui était de dire il y a un objectif pernicieux dans cette directive sur les énergies renouvelables, notamment en matière de biocarburants, c'était de dire qu'il fallait avoir 10% obligatoire d'énergie renouvelable dans les transports. Alors, énergie renouvelable, ça pourrait être plein de choses, mais en fait, ces 10% d'énergie renouvelable étaient de facto assurés grâce à la production de biocarburants de première génération, c'est ce qu'on appelle les agrocarburants, c'est-à-dire vraiment les cultures alimentaires qui étaient utilisées pour pouvoir conduire. Alors à ce moment-là, on a dit, oui mais attention, à cause de ce objectif de 10% qui était obligatoire, en fait on a favorisé la déforestation, parce que nous étions absolument incapables, avec la superficie des terres agricoles européennes, de répondre à cet objectif. Donc on a eu un besoin
extérieure de terre et qui a contribué à une forme de reconversion des terres, donc des cultures agricoles qui pouvaient devenir des cultures énergétiques, et on a favorisé la déforestation. Or, la déforestation, c'est 20% de gaz à émissions d'effet de serre. Donc, par le biais de cette directive-là, sur les énergies renouvelables, on a paradoxalement favorisé la déforestation qu'il faut absolument arrêter au nom de la lutte contre les réchauffements climatiques. Alors, donc il y a eu cette grande mobilisation, mais dans la nouvelle mouture qui a été votée au mois de janvier, finalement, en matière d'agrocarburants, on a dit on ne va pas les supprimer, on va juste geler la production actuelle et on va éliminer par contre l'huile de palme. Pour 2021, donc on doit absolument l'éliminer parce que c'est quand même un très mauvais bilan énergétique. À part que quelque part, quand on dit ça, c'est parce qu'on trouve que c'est une concurrence qui est déloyale et qu'on a envie de promouvoir la production d'agrocarburants européens à base de colza notamment et de betterave. Donc quelque part, on ne fait que déplacer le problème. On ne change pas la problématique des agrocarburants par rapport à la politique environnementale dans son ensemble. Le deuxième levier, c'est que maintenant, ils n'ont pas éliminé cet objectif de 10% d'énergie renouvelable dans les transports, mais ils disent on va le faire à raison de 12% carrément, mais 10% vont devoir être assurés par ce qu'on appelle les biocarburants avancés. Les biocarburants avancés, ce sont ceux qu'on appelle les biocarburants de seconde génération. Alors là, on dit ce n'est plus uniquement la culture alimentaire, ceux qui utilisent la culture alimentaire, on va utiliser toute la plante. Donc on parle de déchets agricoles qui vont être utilisés et de déchets forestiers. Mais là, on voit vraiment la méconnaissance du rôle de ces 10 déchets dans les écosystèmes de bonne santé, notamment dans l'écosystème forestier. Si on enlève finalement ce qu'on considère comme déchets forestiers, donc il y a le bois mort, tout ce qu'on veut, on élimine déjà 30% de la biodiversité dans nos forêts. Et si nos forêts n'ont jamais eu besoin d'engrais pour pousser, c'est justement parce que la matière, comme dit Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc voilà ce que l'on est en train de faire, on est en train de mettre à mal les forêts. Le troisième volet, je vais terminer quand même, je sais, je vais toujours reparler, c'est mon problème. Surtout que là, on avait le parfait lien sur la forêt. Oui, mais je vais encore faire le lien ici, c'est de dire, les forêts deviennent finalement un réservoir très important pour produire chauffage, électricité. Et alors, c'est ça qui est assez triste, c'est qu'il y a eu une alerte faite par 650 scientifiques avant le vote de cette directive sur les énergies renouvelables en disant « Faites attention, au nom des énergies renouvelables, vous êtes en train de finalement de promouvoir, de faire une forme de retour au Moyen-Âge, de dire finalement on va remplacer le charbon par le bois ». Et il y avait cette volonté de dire n'allez surtout pas abattre les forêts, et utiliser même ne fût-ce que des troncs entiers, on ne parle plus de déchets forestiers, à ce moment-là, pour pouvoir alimenter nos anciennes centrales à charbon et finalement remplacer le bois par du charbon. Eh bien, je peux vous dire que cet appel des scientifiques n'a pas été entendu. Et donc, finalement, avec les objectifs qu'on se fixe en matière d'énergie renouvelable, qui a raison de 35%, on est en train de mettre la voie sur la grande déforestation à une échelle qui n'est pas uniquement européenne, mais qui est planétaire, parce qu'on aura de toute façon besoin de ce bois importé pour alimenter nos centrales. Et donc, voilà, mais ça je reviendrai après par la suite, c'est aussi lié à un modèle de croissance qui est tiré par les exportations et qu'on s'imagine que finalement, on peut toujours produire plus et consommer plus sans changer le modèle. Merci Inès. Donc on va passer la main à Ernst, donc je vais vous lire parce que c'est un peu long sinon je ne voudrais pas écorcher, qui est à la fois ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles, professeur et chercheur en sciences du bois à la Haute École spécialisée bernoise, chargé de cours à l'École Polytechnique fédérale de Lausanne et à l'École Polytechnique fédérale de Zurich. Donc Ernst vous arrive de Suisse, vous avez bien compris, nous passons de la Belgique à la Suisse. Et Ernst a écrit un livre absolument passionnant, alors on parle beaucoup de la vie secrète des arbres, qui est un livre intéressant, mais il y a un livre encore plus intéressant, je trouve, qui est le livre d'Ernst qui s'appelle « Les arbres entre visibles et invisibles », préfacé par ailleurs par Francis Allais, qui est quand même un de nos experts français bien connus. Ernst, il va nous faire une petite présentation parce qu'en fait c'est tellement passionnant que le passage par, on va dire, les slides permet de rentrer dans le cœur du sujet, même si je pense qu'il y a plein de choses dont tu ne vas pas nous parler tellement ce livre est riche et vaste.
Voilà. Merci tout d'abord pour cette invitation à participer à ce colloque extrêmement riche. Ce que je vais essayer de montrer avec cette série de slides ici, c'est à quel point c'est important de prendre les choses en main au bon endroit, de la bonne manière. On vient de finir avec cette vision de la menace sur les forêts. Et ma proposition, c'est une réflexion, et c'est aussi le cœur de ce livre. Avec quoi est-ce qu'on va commencer? Avec quoi allons-nous avoir vraiment une efficacité dans cette transition, dans cette nouvelle forme de fonctionner avec la nature? Alors, je propose d'agir avec l'aide des arbres. C'est en fait un triple A d'une autre nature que celui qui est proposé par les agences de notation. Il nous permettra d'entrer dans une ère de bonne santé écologique, économique et sociale. Mais comme on l'a entendu hier, il faut bien mettre ces choses dans la vraie hiérarchie. En fait, l'économie devrait être au service du social et le social devrait être dans un environnement écologique équilibré, respectuant la nature. Voilà cette réflexion et j'aimerais juste l'axer un peu sur la notion de biodiversité qui est vraiment la dernière alarme, cette érosion de la biodiversité qui est absolument fulgurante. Est extrêmement importante à traiter de manière concrète. Alors pour placer un peu le sujet, comme on vient de l'entendre au sujet des politiques globalisées, européennes, mondiales, on est en ce moment confronté à de multiples crises en cours naturellement et en perspective. Et l'une des manières les plus spectaculaire de représenter où on se trouve aujourd'hui. C'est une recherche qui a été publiée dans The New Scientist d'octobre 2008 qui a servi à Dan Brown de faire la trame de son roman qui porte, et c'est un programme, le titre Inferno, l'enfer. Ces données scientifiques ont été réunies par les auteurs du New Scientist, arrêtées à l'an 2000. Qu'est-ce qu'on sait des évolutions de tout ce qui concerne le monde depuis le début, où on a des mesures, des données scientifiques? Alors ça concerne la température de la surface terrestre, la population mondiale, concentration de CO2, perte de forêts tropicales humides et autres boisements, extinction d'espèces. Alors chaque courbe vient à son moment quand on a eu des données, utilisation d'eau, donc extinction d'espèces, c'est venu ici, c'est cette courbe verte qui est en train d'exploser, de prendre l'ascenseur, comme toutes les autres sont en train de prendre l'ascenseur. Par exemple, le nombre de véhicules à moteur, depuis 1900, voilà la courbe noire. Les investissements externes, c'est donc cette mondialisation de l'économie. D'où vient l'argent? L'argent de moins en moins lié à l'endroit, il est de plus en plus virtuel ou impersonnel. La même chose, vous avez donc cette explosion qui s'arrête à 2000. On se trouve en 2018, où ces courbes ont-elles évolué, comment est-ce qu'elles ont éventuellement changé? On n'a aucune hésitation à dire que ça a simplement continué de cette manière. Et maintenant, on présente la situation actuelle de manière extrêmement anxiogène aux enfants. Par exemple, ici un article, en allemand, excusez-moi, mais ça montre l'état du monde avec cette terre qui est en train de s'échauffer. Le soleil qui est représenté comme un grand méchant, et aux enfants on n'a rien d'autre à leur recommander pour rencontrer ce qui va nous attendre, ce qui nous attend du point de vue du réchauffement climatique. Essayons de chauffer un peu moins et essayer de mettre un pull en hiver. Voilà les perspectives pour nos générations à venir, y compris nos petits-enfants. Et ce qui manque ici, sur cette représentation, on montre les forêts qui brûlent, les arbres qui brûlent, mais on a oublié de représenter l'agriculture version moderne, agro-industrie, qui est un facteur de réchauffement climatique, comme on vient de l'entendre. Elle est issue de sols forestiers. L'agriculture traditionnelle a pris ces sols à la forêt, des sols extrêmement fertiles. Cette fertilité a pas mal fonctionné pendant pas mal de temps. On a commencé à les labourer. Ensuite, on est venu avec les grands insectes, les grands engrais de synthèse et les pesticides, l'agro-industrie. Et tout ça a complètement
détruisent ce patrimoine carbone des sols. Cette fertilité du sol, c'est la matière organique qui est capable de stocker l'eau. Ça a été brûlé à basse température, pourrait-on dire, et ce carbone est dans l'atmosphère actuellement. Donc, une des causes du réchauffement climatique, parmi les autres représentées ici, c'est aussi l'agriculture. Et ce que j'aimerais montrer maintenant, c'est qu'en entrant dans cette cause oubliée, dans ce facteur oublié de réchauffement climatique, l'agriculture, on pourra tout résoudre. En commençant par ça. Ça a l'air un peu grand, mais je vais essayer de l'illustrer. En allant par 4 domaines, les éléments classiques, l'air, l'énergie, l'eau et la terre. Commençons par l'eau, et il faut comprendre comment fonctionne la nature. Il y a une règle dans la nature, c'est qu'elle met des arbres partout où elle peut. Là où il n'y a plus d'arbres, c'est là parce qu'il fait soit trop froid, soit vraiment trop sec. Mais sitôt qu'il y a de nouveau un petit peu d'eau, il y a tout de suite des arbres qui sont implantés parce que l'arbre est un système de la nature développé au cours de l'évolution qui permet à la nature d'exploser du point de vue de la fertilité. C'est pour ça que ces sols forestiers sont tellement fertiles, parce que les arbres vont en profondeur chercher des sels minéraux que personne d'autre ne pourrait. Elle est capable de faire des sols qui stockent l'eau à travers les étés les plus secs. Les forêts sont encore vertes alors que tout le reste est jaune. Ça traverse les hivers, ça traverse toutes les conditions les plus difficiles, et celles qui nous attendent le seront aussi. C'est les forêts qui vont être les résilientes et les résistantes. Donc ces arbres sont capables de ça. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Ils fonctionnent en système intégral ou en système intégré. C'est des ensembles de plantes, des mélanges d'espèces. Vous avez extrêmement rarement des forêts d'une seule espèce. C'est des espèces en interaction, entourées d'une enveloppe. Vous avez une lisière forestière, la canopée forme une enveloppe de protection. Et ces forêts protègent leur sol comme la prunelle de leurs yeux, pourrait-on dire. Parce que c'est la partie la plus précieuse de la forêt. C'est là que se trouve la fertilité et surtout la réserve d'eau. Donc ces forêts, il faut toujours bien les comprendre et comprendre que lorsqu'il deviendra beaucoup plus difficile pour nous de vivre sur cette terre, avec le climat qui se réchauffe, 2 degrés c'est énorme, pensez à vous-même avec 2 degrés de plus c'est 39, on n'est plus capable de travailler, c'est ce qui est en train d'attendre la terre. Comment est-ce que les forêts continueront de fonctionner? C'est en leur maintenant leur enveloppe, pour que l'intérieur reste relativement au frais et que l'eau soit utilisée le mieux possible. Et cette notion d'enveloppe permet donc de stocker l'eau, d'être source des sources et source des rivières. Et pour la terre, vous avez cette forêt tropicale qui constitue une enveloppe autour de l'équateur. Et là, c'est intéressant, on doit aussi penser autrement les choses. Une fois qu'on considère la terre comme un organisme, on ne va plus dire que les arbres poussent bien sous les tropiques parce qu'il y fait chaud et humide. Il fait de toute façon chaud parce que le soleil tape angle droit. On doit maintenant dire, s'il fait chaud et humide sous les tropiques, sous l'équateur, c'est parce qu'il y pousse des arbres. Une fois que vous avez compris ça, vous n'allez plus jamais regarder la nature de la même manière. C'est grâce aux arbres qu'on a de l'eau sur Terre et que cette eau circule. Et qu'est-ce qui se passe maintenant au Brésil? Découverte récente, Macarieva, Gorshkov, c'est que la forêt tropicale du Brésil, l'Amazonie, est un énorme réservoir forestier d'eau, et ces arbres forestiers sont sous le soleil exactement, là où ça tape le plus fort. Et cette énergie solaire sans la forêt est immédiatement source de désertification. Vous enlevez la forêt à cet endroit-là, vous avez un désert dans quelques années, ça va très très vite. Et les forêts d'ailleurs aideront au processus parce qu'elles commencent à brûler pour la première fois. Une forêt tropicale ne brûle pas, à moins qu'on fasse des éclaircies trop grandes. Les arbres se dessèchent et commencent à être combustibles. Et c'est le grand danger, ces cycles d'évapotranspiration et de précipitation qui se répètent. Ils commencent à l'est et ils vont contre l'ouest. C'est des masses d'air qui sont humides et chaudes, qui permettent de faire de la biomasse. Les arbres font leur photosynthèse en absorbant cette énergie lumineuse et en faisant évaporer de l'eau. C'est de la biomasse qui se crée, c'est des cycles géoclimatiques qui se forment, et ces cycles sont ensuite déviés contre le nord et contre le sud, des masses d'air
chaudes et humides, déviées contre le nord, rendent l'Amérique du Nord plus tempérée, alimentent probablement le Gulf Stream qui nous réchauffe les côtes européennes du Nord, la Scandinavie, l'Écosse, la Bretagne. Voilà, vous supprimez la forêt amazonienne, cette enveloppe forestière de la Terre à l'endroit le plus névralgique, vous allez finalement arrêter, faire cesser le Gulf Stream. Et toute la physiologie de la Terre est extrêmement dépendante de ces forêts. Voilà, ça c'est le cadre. Et la première urgence, c'est de stopper cette déforestation. Je dis ça en tant qu'ingénieur forestier, mais je dis ça en tant que représentant d'une société qui est impliquée par ces phénomènes, qui est touchée par ces phénomènes, même en Europe. La deuxième grande urgence, c'est de remettre des arbres tels que la nature les aurait voulus. C'est ce qu'on appelle les reboisements. C'est de créer une grande muraille, une grande ceinture verte, comme il y a des plans, et ça peut devenir très intéressant. À tel point qu'on pourrait combiner ça à une solution du problème social. Cette migration, qu'est-ce qu'elle signifie? On aura bientôt de plus en plus une migration due au réchauffement climatique. Pourquoi ne pas investir une toute petite partie de nos budgets internationaux, ONU, FAO, etc., à soutenir ces reboisements et bien les payer pour que ça devienne attractif et les combiner à une formation professionnelle. Devenir cultivatrice et cultivateur d'arbres, mais avec tout un bagage professionnel autour. On appelle ça le système dual. Pratiquer et étudier. Et apprendre un métier, un vrai métier, c'est planteur d'arbres, mais avec la biologie des arbres, avec les langues, avec la comptabilité d'une pépinière, l'organisation d'une pépinière, comment est-ce qu'on fait des recherches au niveau local pour savoir quelles espèces sont adaptées. Et chaque personne ressortirait de 2-3 ans de formation pratique sur le terrain, bien payée, avec une formation professionnelle. Elle pourrait ensuite, partout dans le monde, participer à ce reboisement. Ce n'est pas utopique, c'est très simple à faire. Cette formation duale professionnelle, on la pratique en Suisse, c'est extrêmement efficace. Et une fois que vous avez appris un métier de cette manière-là, vous êtes bon dans tous les métiers. Vous n'êtes pas obligatoirement planteur d'arbres toute une vie. Vous allez faire n'importe quelle autre activité, vous aurez une base bien solide. Voilà, ça c'est pour le premier aspect. Ces enveloppes forestières sont très importantes. On doit quitter cette vision de la forêt après coupe rase, plantation, ça c'est le modèle patriarcal, militaire, pour redonner aux forêts leur enveloppe et leur redonner leur biodiversité. Et ça devient aussi un modèle de foresterie. Ça, c'est une foresterie qu'on appelle la forêt jardinée, pratiquée en Suisse. Ça se pratique en France, on aimerait amplifier ça. C'est les alternatives forestières. C'est la forêt jardinée, c'est une forêt qui sert à produire du bois. Et ça ressemble à un parc, c'est magnifique. Et il y a la vie sauvage. C'est une forêt sauvage, exploitée arbre par arbre de manière très fine, avec une mécanisation extrêmement fine, extrêmement soucieuse de maintenir l'équilibre forestier. Ce n'est pas les grandes machines qui chaotisent la forêt. Réintroduire les arbres dans les villes, c'est clair. Ensuite, le deuxième aspect, les sols. J'ai parlé maintenant de l'eau. Les sols, c'est ce dioxyde de carbone qui est en train de prendre l'ascension. On vient de passer le cap des 400 parts par million. Avant l'ère industrielle, c'était 280. Et maintenant, ça continue. On n'a même pas une inflexion de cette courbe. Donc là, comment est-ce qu'on rattrape ce carbone? On le met dans les sols avant tout, grâce à la photosynthèse. Pour chaque kilo de bois et de biomasse, vous avez 1,851 kg de carbone. Donc ça nous permettra, les arbres, avec le matière organique, le bois-ramel fragmenté, le charbon de bois pour le biochar, la terra preta, c'est des méthodes qui sont maintenant connues en Europe aussi, pour transformer l'agriculture et réinjecter le carbone à raison, au minimum, mais c'est relativement facile, de 4 pour 1000. C'est une proposition française pour la COP 21. Et ça, on sait faire, on l'a calculé. Si on fait ça, on compense déjà le trop-plein d'énergie fossile ou de carbone fossile, d'origine fossile, émis dans l'atmosphère, si l'agriculture fait ceci. Voilà, ça va nous donner des systèmes agroforestiers qui fonctionnent très bien.
bois ramal fragmenté, etc. Et finalement, on va réussir à réinjecter, à rendre ces sols de nouveau fertiles avec le couvert végétal. Je vais très vite passer à la fin. Concernant l'énergie, juste deux choses. Pour faire du bois, y compris la sylviculture, l'exploitation des forêts, transport jusqu'à la scierie et produire des planches ou une poutre, il faut une calorie fossile, mais elle pourrait aussi être une biocalorie, pour produire 7 calories de sciage, c'est-à-dire de matériaux utilisables pour le construire, pour la construction. C'est les mêmes calories que celles qui sont dans une carotte, c'est simplement, ça se calcule de la même manière, ça se mesure de la même manière. Elles ne sont pas comestibles par l'homme, mais elles sont utilisables pour la construction. Quel est le bilan énergétique? Ça, c'est un bilan énergétique très intéressant. Vous investissez une calorie dans le travail de la forêt et vous pouvez en sortir 7 pour les utiliser. La forêt reste fonctionne. C'est une pompe à carbone. C'est ça qui nous permettra de reprendre ce carbone de l'atmosphère et de le réinjecter dans l'activité humaine. Où en est l'agronomie, l'agriculture, l'agro-industrie? Pour une calorie produite, comestible, elle a besoin de 12 calories fossiles. C'est dramatique, une agriculture comme ça, on devrait la fermer immédiatement. Elle est en ce moment source de réchauffement climatique. Stopper tout ça, on devrait fermer. Pour la viande, production intensive, c'est 26 calories pour une unité comestible de viande. Donc, comment est-ce que l'agriculture va revenir à ce rapport bénéfique, c'est-à-dire autrefois on produisait des calories comestibles qui étaient plus que les calories nécessaires à la vie sur la ferme. Les fermiers vendaient leurs produits en plus de les manger pour ce qu'ils avaient besoin. Donc, ce bilan positif, la corne d'abondance de l'agriculture, doit le redevenir. Donc, les calories fossiles doivent être inférieures aux calories comestibles. Construire avec pas seulement du bois, il faut réapprendre, et on le sait, à construire avec la terre crue par exemple, très peu d'énergie nécessaire, avec la paille aussi, en mettant les bons accents. Et juste la fin maintenant, la nature, ce n'est pas seulement quelque chose de visuel, c'est quelque chose d'extrêmement acoustique, d'extrêmement bruyant. Et une dernière découverte qui est absolument intéressante, c'est ce qu'on appelle la génodique, les protéodies. On s'est rendu compte que les plantes fabriquent certains acides aminés, certaines protéines, grâce à l'influence de certains sons. On peut les doper pour produire certaines substances en leur appliquant des sons. Donc maintenant, on applique des haut-parleurs dans des vignobles avec capteurs solaires, et même dans des serres aussi de culture intensive, et on empêche une maladie d'arriver, de se déployer, parce qu'on a découvert la protéine au centre de ce dérèglement, de cette maladie, et avec les sons, on arrive à empêcher la maladie. Mais là, encore une fois, on parle de biodiversité aujourd'hui, c'est de la monoculture mentale. Une maladie, une protéine, un son, une solution, et on reste dans des monocultures spécifiques. On reste dans un vignoble qui fait des centaines d'hectares. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui qu'on a compris ça, quelle est la méthode la plus simple? C'est de réintroduire des oiseaux, des haies, et les insectes, c'est une musique fabuleuse. Au printemps, vous avez les oiseaux qui nous remettent en joie, mais c'est aussi les plantes qui germent mieux, qui poussent mieux grâce aux oiseaux. On a maintenant compris que la nature a besoin du chant de la nature pour fonctionner. La biodynamie l'avait déjà compris il y a pas mal de temps. Donc, remettre des haies dans les systèmes agricoles, remettre des haies partout pour diversifier, pour irriguer de sons, de musique, la nature. Voilà 4 aspects avec lesquels la biodiversité peut reprendre sa place et rendre à l'agriculture sa santé. Merci. Ouais, merci. On a un enchaînement de Xavier parfait, dans cet ordre. Alors, Véronique Duval, je suis journaliste, arrivée dans la région il y a 20 ans, cette année. Et j'adore le début, la première phrase du livre, et bien entendu, c'est là-dessus que je vais te lancer.
Véronique écrit « Animée par un sentiment d'urgence, j'écris ce livre lent ». Voilà, j'ai adoré. Alors pourquoi ce sentiment d'urgence et pourquoi ce livre lent? Ce sentiment d'urgence, d'accord. Bah, il est né de tout ce que vous avez raconté. Hein. Effectivement, je vis dans une plaine, nous vivons dans une plaine où les arbres se font rares. On a coupé les arbres pour faire des immenses champs. Et en arrivant ici il y a 20 ans, effectivement, j'ai apprécié les paysages, les oiseaux, les lumières du ciel, mais m'ont manqué le chant des arbres quelque part. Et donc, voilà, ça a cheminé en moi pendant quelques années. Et quand j'ai pris la décision de m'arrêter pour écrire ce livre, effectivement, je me suis dit tout de suite, il faut que j'écrive sur les agriculteurs qui ont fait d'autres choix que ces choix d'agro-industriels qui sont dominants chez nous, comme dans beaucoup d'autres endroits en France. Donc tu pars à la rencontre de 5 fermes qui sont installées depuis longtemps, avec ce qui est intéressant, c'est ce saut de génération entre des jeunes qui ont 20 ans et des plus âgés qui sont parmi les précurseurs en France de la bio. Et voilà, certains sont ici. Dont certains sont dans la salle. Et voilà, et tu pars à la rencontre à la fois de leur histoire et de pourquoi en fait ils se mettent dans cette marginalité, puisqu'on sait bien que même encore aujourd'hui dans certaines régions, ça peut être la marginalité. Donc je veux bien que tu témoignes de ces parcours, peut-être prendre 1 ou 2 exemples, ceux qui sont dans la salle ou pas. Oui, alors juste avant de parler des choix, j'aimerais faire le lien un petit peu avec ce que raconte Ernst. C'est sur les sols. Tous, il y a un chapitre qui s'appelle « Le chant des cultivateurs », parce que tous, dans toutes les fermes, ont parlé des sols, ont témoigné de leur connaissance du vivant, de qu'est-ce que c'est qu'un sol vivant. Et finalement, quelle que soit la diversité des âges, des parcours, il y a une vraie connaissance de l'importance d'un sol vivant pour faire de l'agriculture biologique. Voilà. Parce qu'en bio, on parle du sol, on nourrit le sol et pas la plante. Oui. Voilà, ce qui est une grande différence, puisque c'est pas la même manière de voir l'agriculture. Et ce sont des fermes qui plantent des haies, qui replantent des haies, même si effectivement il y a eu avec le remembrement, il y a eu des haies arrachées, mais là, ce sont des fermes qui pratiquent aussi l'agroforesterie, donc qui ont des bandes enherbées pour accueillir des auxiliaires de culture qu'on appelle, en fait, qui sont des insectes, qui sont des plantes des plantes sauvages. Et voilà, il y a toute cette intelligence. Moi, ce qui m'a frappée dans tous ces parcours, c'est cette intelligence du rapport avec la nature qui vraiment fait du bien, quoi. Voilà. Alors, bon, on va peut-être parler des parcours maintenant, donc des 5 fermes. Oui, qu'on prenne quelques... Enfin, je ne sais pas si on a le temps de parler des 5 fermes, mais au moins prendre quelques exemples, ceux qui te semblent... Alors, il y a des personnes... dans les 5 fermes... je dirais, il y a une ferme au Toul qui s'appelle la ferme du Mont d'Or, qui fonctionne aujourd'hui avec un regroupement familial d'enfants qui, lorsque leur père a décidé de prendre sa retraite, il tenait une ferme en agriculture conventionnelle, les enfants qui avaient d'autres métiers, Emmanuel Marchand, Stéphanie Tourneur et Cédric, le mari de Stéphanie, ont décidé de changer, de devenir agriculteurs pour que la ferme puisse continuer à exister en tant que telle et surtout la passer en bio. C'est une ferme qui a des vieux arbres autour et ils ont développé tout un modèle agricole basé sur la culture de céréales, la transformation et la fabrique de pain qui fonctionne depuis maintenant 2014. Ce modèle de paysan boulanger, c'est-à-dire de choisir... c'est peut-être un lien entre les différentes fermes. On va parler peut-être de la ferme du Bois du Treuil, maintenant à Saint-Saturnin-du-Bois. Comment elle est passée d'un système céréalier où en fait on vend aussi en circuit long, parce qu'on ne peut pas, quand on produit du blé, quand on produit des céréales et qu'on fait des rotations en agriculture biologique, ne vendre que son produit en circuit court. Mais elle a choisi aussi de maîtriser le devenir de ce qu'elle produit. Et donc, il y a ici dans la salle, peut-être, qui interviendra tout à l'heure, Jean-Marie Marchand, qui est paysan boulanger,
qui a cédé il y a 1 an maintenant sa ferme à des jeunes qui n'étaient pas, qui venaient d'autres familles, et qui a passé en agriculture bio après un cheminement de 22 ans, et qui en fait a initié toute une démarche de transformation sur sa ferme en transformant les grains en farine, puis en pain avec construction de fours, vente directe. Et c'est vraiment un modèle où en fait on sort d'une logique où il faut toujours plus s'agrandir, toujours plus investir, toujours plus s'endetter. Là, au contraire, le choix, c'était halte au toujours plus. Une forme de sobriété chère à Pierre Rabhi. Tout à fait. Dans ton livre, il y a 2 adjectifs que tu utilises. Il y a un adjectif qui est celui de remarquable, qui est mis sur la couverture, où justement tu te questionnes sur la manière dont ils vont recevoir ce joli qualificatif. Et il y a un autre terme, c'est résistant. Voilà. Oui. Je pense que ce serait intéressant que tu nous éclaires sur... ce sont des mots très forts qui qualifient leurs engagements, probablement. Oui, compte tenu de tout ce qu'on sait aujourd'hui, de ce que a raconté Inès, de ce que raconte Ernst, effectivement, le choix de s'engager dans un modèle agricole différent, de pratiquer une autre agriculture, c'est faire un pas de côté par rapport au système dominant. Et il faut aussi accepter déjà le regard aussi des collègues qui vont regarder si dans les champs, mais il y a des petites herbes qui poussent, il y a des coquelicots, c'est bizarre ça, des coquelicots quand même dans les champs de blé. Voilà. Donc, qui vont juger les champs, parce qu'aujourd'hui il faut que les champs soient propres, mais quand on dit propre, en fait c'est plein de pesticides. Donc un champ propre et un champ vivant, c'est un petit peu incompatible. Donc voilà, il faut affronter le regard des autres, quelquefois affronter pour certains le regard de leurs propres parents. Il faut accepter d'être jugé, et puis il faut accepter aussi un risque énorme. Et parce que quand on compose avec le vivant, effectivement, on prend des risques. Il faut accepter de se planter. C'est ce qu'ils expliquent très bien sur le modèle économique d'ailleurs, de dire il y a des années avec et des années sans. Et c'est ça aussi, mais la nature, il faut accepter ce qu'elle est. Ouais. Et l'homme ne maîtrise pas la nature, contrairement à ce qu'on pense depuis des siècles. C'est ça. Et cette notion de résistance, elle est pour moi alliée à cette notion de résilience aussi. Mais je crois que vraiment le mot de résistant n'est pas trop fort, parce qu'aujourd'hui, effectivement, avec les logiques économiques qui sont à l'œuvre, et on voit que malheureusement, avec tout ce qu'on sait, avec tout ce que les scientifiques disent, et on est encore aujourd'hui à devoir résister. Et je pense que la résistance, elle est aussi du côté de nous, consommateurs, et qu'il faut, nous aussi, résister à notre tentation d'aller juste se servir au supermarché, mais réfléchir à qu'est-ce qu'on achète et à qui on achète. Et voilà. Dans ton livre, je pense qu'il y a une conscience qui monte dans les différents exemples, c'est ce côté écosystémique, en fait. Je vais juste citer un exemple, page 104, Édouard dit « Si on s'est retrouvés tous ensemble, c'est pour essayer de trouver un terrain qui nous donne la possibilité d'avoir des échanges plus riches. Bien sûr, de vivre économiquement de notre métier du mieux qu'on peut, mais de faire quelque chose de sain, d'avoir quelque chose qui se transmet pour les générations futures, d'avoir une vie rurale, d'avoir un échange gagnant-gagnant avec la société. Cette quête, nous la partageons tous. » Donc je pense qu'au-delà de pratiques agricoles et de terre, il y a aussi cette dimension territoriale, cette dimension de transmission, il y a cette dimension de génération à venir. Voilà, on voit bien qu'à l'échelle du territoire, en tout cas du territoire autour de Surgères, et il y a plein d'autres exemples, que ce soit en Ardèche ou dans plein de départements en France, c'est une dynamique à l'œuvre, avec à la fois des néo-ruraux, mais aussi des enfants ou des gens plus âgés qui sont paysans et qui ont fait ce choix-là. Je pense que l'écosystème local, tout à l'heure j'étais au marché et il y avait un stand bio, ils vendaient des asperges non bio. Alors il m'explique pourquoi, donc j'étais très choquée. Mais il m'expliquait que dans son village, ils vont créer une boutique de producteurs, ce qu'on voit de plus en plus, où donc 7-8 personnes s'associent, ils vont faire un café associatif. Enfin voilà, je pense qu'il y a une dynamique quand même dans les territoires, et je pense que ça anime les exemples que tu as pris aussi. Oui, alors ce qui est effectivement frappant dans les 5 fermes, c'est que tous fonctionnent en partenariat. Ils ont créé d'ailleurs, ils font partie des créateurs d'une coopérative d'agriculture biologique qui s'appelle Acorab. Ils travaillent en filière avec des transformateurs, avec des distributeurs.
Et ils sont loin de cette logique de concurrence exacerbée qu'on veut nous faire croire comme étant la seule valable et intelligente. Voilà. Ils fonctionnent au contraire en partenariat et avec des relations je dirais, d'entraide, de coopération, des valeurs humaines qui se ressentent aussi d'ailleurs dans l'éducation des enfants, dans l'accueil au marché. Et bon, voilà, il y en a un qui dit on vit dans le monde des bisounours. Et bon, c'est peut-être dommage de dire ça parce qu'en fait, je crois que voilà, c'est simplement un accueil du vivant, un accueil de l'autre, un accueil et surtout aussi une vision à long terme, une vision large et à long terme. Donc effectivement, d'un écosystème comme une forêt, quand on plante une haie, ben, au bout d'un moment, il y a les insectes qui arrivent, les oiseaux. Ben là, c'est un peu cette vision-là, quoi. C'est une intelligence du vivant que j'ai rencontrée à travers l'écriture de ce livre. Tout à l'heure, Ernst a commencé à effleurer le sujet. Je pense qu'on ne prend pas suffisamment en considération les services rendus par cette forme d'agriculture qui à la fois donne la vie au sol, à la fois nous permet d'avoir des eaux de meilleure qualité, nous permet de nous nourrir, nous permet d'avoir moins recours à ce qui s'appelle les médicaments. Enfin, ceux qui vendent les semences vendent les médicaments maintenant, donc c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et donc, je pense qu'il est grand temps que dans le cadre de politiques à la fois agricoles européennes et françaises, on commence à prendre un tout petit peu de hauteur pour voilà, valoriser ce que cette agriculture apporte versus l'agriculture dominante. Donc, je pense qu'une grande partie du livre est consacrée à l'évolution de l'agriculture. Je pense qu'on est conscient que les citoyens aujourd'hui, en achetant de l'agriculture bio, sont bien en train de soutenir un autre modèle. Et je pense que si ces fermes sont de plus en plus nombreuses, c'est bien que nous, tous... voilà, je pense que ce serait bien de terminer juste sur à la fois la difficulté de l'agriculture biologique en France, il ne faut pas se mentir, parce que quand on parle de monde de bisounours, il y a aussi une réalité, que ce soit les aides qui sont soit diminuées, soit payées à 2 ans, et c'est très préjudiciable pour certains paysans. Mais à la fois, le verre à moitié est plein, parce que chez Kaizen, on est plutôt dans l'information positive, c'est qu'on n'a jamais autant progressé. Alors, on ne consomme pas de la bio d'ici, malheureusement. On continue à importer beaucoup, voilà. Donc, vive les circuits courts et la bio au supermarché, peut-être pas celle qu'on préconise, mais j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de l'évolution de l'agriculture et de cette bio qui mérite d'être soutenue. Ben, en fait, à travers ces 5 fermes, alors je dirais que j'en ai rencontré plein d'autres, et je trouve qu'aujourd'hui, on a sur nos territoires des jeunes qui se lancent dans des entreprises, dans des aventures agricoles, quelquefois à toute petite échelle. Il y a beaucoup de désirs de maraîchage, de permaculture, chez des jeunes qui ne sont pas forcément d'ailleurs issus de milieux agricoles, qui prennent d'ailleurs peut-être quelquefois des gros risques, mais qui ont vraiment ce désir de reprendre un peu barre sur leur vie et sur leur métier à long terme, en respectant et leurs besoins et la nourriture saine. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Après, sur l'agriculture, ce que je dirais aussi, c'est que dans la jeune génération, ce qui m'a frappée, moi, c'est qu'il y a ce désir de concilier un équilibre de vie avec entre la vie et le travail. Dire d'avoir des vacances, de pouvoir peut-être partager le travail pour ne pas être 80 heures par semaine sur le travail. Ce besoin de peut-être moins s'encombrer aussi. Et donc, voilà, il y a vraiment quelque chose, je trouve, dans ces expériences que j'ai croisées, d'une nouvelle façon de vivre et de travailler qui réconcilie les aspects. Et ça, je trouve ça très, très riche. On a sorti un dossier en mars l'année dernière sur « Travailler moins pour vivre mieux ». Voilà. J'ai fait pas mal de débats là-dessus qui sont en ligne sur le site d'ailleurs de Kaizen. Parce que je pense que cette nouvelle génération, qui fait aussi des études, et c'est pas ça le débat, a peut-être vu leurs parents qui
avaient un style de vie dont ils n'ont pas envie aujourd'hui. Et la chimère de la consommation pour être heureux, mais ils ont peut-être conscience que c'est pas ça qui nous rend heureux, c'est pas de posséder plus, c'est pas d'acheter plus, c'est pas dans les supermarchés le week-end ou les centres commerciaux qui vont nous rendre peut-être ce que la nature peut nous apporter quand on est proche de la nature et qu'on va embrasser les arbres, on est beaucoup plus heureux que quand on va s'acheter le dernier Samsung. Enfin bon, ça c'est un autre débat.